Premier jour du 12e mois de l'année 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue au deuxième numéro de votre émission Nopiden de cette semaine. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Heureuse d'Anand, bonjour. Alain Sochoum, comment vous portez-vous? Ça va, je vais super bien et vous? Je rends grâce à Dieu. Mesdames et messieurs, j'espère que chez vous également, tout va à merveille. Vous aviez dit tantôt, 12e mois de l'année, le dernier, je dirais précisément, de cette année. Nous tendons déjà vers les fêtes de fin d'année, mesdames et messieurs. Dans 30 jours, on va se retrouver pour dire waouh, bonne année. Ça n'a pas été facile, mais on y est. Enfin, mais enfin. En attendant d'y être, nous sommes bien présents dans votre émission Nopiden de ce matin. Et toutes les rubriques seront au rendez-vous. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet dans notre débat, sujet d'actualité, je vais dire. C'est un secteur d'activité, un métier carrément qui prend de l'ampleur. Et on se demande bien si c'est une porte ouverte à tous. On parle déjà de... On parlera ce matin, heureuse d'annoncer, de coaching. Coach de vie, une porte ouverte à tous. C'est une interrogation à laquelle tenteront de répondre deux de nos invités ici. Et au téléphone, nous aurons une sociologue pour apporter son éclairage sur la question. Certainement que vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui donne des conseils, qui donne des motivations, qui vous oriente, qui vous encourage. Mais est-ce que tout le monde est appelé à être coach? Quelle formation aboutit au métier de coach? C'est qui en réalité un coach quand on en voit carrément un peu partout aujourd'hui? Eh oui, malheureusement, c'est versé entre griffes, comme le diraient les autres. Mais les vrais coachs, il y en a dans la masse. Nous avons, comme il a dit, un certain nombre, deux invités précisément qui vont aborder la thématique. Mais avant de les retrouver, on va découvrir les merveilles de notre pays. Tout à fait. Voici les merveilles du Bénin. S'il est bon de voguer sur le lac Aimé, comme le chantait feu Gégé Viquet, je dirais qu'il est féerique de faire un tour à Ganvié, la Venise d'Afrique. Tout à fait. Ganvié, la Venise d'Afrique. Ganvié est précisément au Bénin. Tout à fait. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des touristes qui prennent par d'autres pays pour visiter Ganvié, mais Ganvié, c'est d'abord au Bénin. Si vous avez envie de visiter Ganvié et que c'est vraiment votre destination, prenez la direction du Bénin. Voilà, c'est au Bénin que vous retrouvez donc Ganvié, avec ses pirogues, avec ses pêcheurs, avec sa population sympathique. Surtout, vous avez déjà assisté à une fête à Ganvié? Malheureusement, non. Pas encore. Alors, vous allez voir des gens dans les pirogues. Toute l'ambiance se déroule dans les pirogues. Avec les tam-tams, les percussions, les chants, les danses et tout. Tout est organisé dans des pirogues qui nous entourent. Ils ont la maîtrise de leur pirogue. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, de Ganvié, nous revenons carrément sur ce plateau pour accueillir notre humoriste du jour. Car cette émission
c'est également de l'humour. Hein? Oui, et comme vous le saviez d'ailleurs, mesdames et messieurs. Voilà, et depuis hier, nous sommes avec notre ami Bratier. Voilà, notre ami Bratier qui se bat avec les cafards comme son voisin. Et qui en temps aura changé son nom de famille. Alors, Bratier, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Merci d'être là. Il n'y a pas de souci. Alors, ce matin, vous nous proposez quoi? Bon, je veux parler des voleurs. Les voleurs. C'est des gens que moi, je respecte beaucoup. Parce qu'ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour le faire. C'est parce qu'ils ont analysé la situation du pays. Avant, on avait la chance de trouver de l'argent au sol. Maintenant, trouver de l'argent au sol dépend du quartier où tu le ramasses. Tu trouves de l'argent au sol à Codomé, tu prends avant de sourire. Tu trouves de l'argent au sol à Calavi, tu souris avant de prendre. Ah bon? Mais si jamais tu trouves de l'argent au sol à Sévou ou à Misebo ou à Zongo, il faut fuir. Pourquoi? C'est un piège. Il y a longtemps, les gens là, ils ont frappé voleur. Tu veux prendre l'argent, ça continue son chemin et tu le suis bêtement, quoi. Ah bon? Pendant que tu t'abaisses pour prendre l'argent, Voilà, l'argent bouge. Voilà, exactement. Et tu te retrouves chez le propriétaire. Exactement. Bon, les voleurs sont bizarres. Il y a un voleur qui est allé voler dans la maison d'un militaire. Quand il est rentré, il a vu attention danger. Malgré ça, il est têtu. Il est rentré dans la chambre. Il a vu un pistolet accroché au mur. Toujours têtu. Il est rentré, il a pris le pain, les bijoux, de l'argent, il a pris tout ce qu'il voulait. En ressortant, la lumière s'est éteinte. Et puis, le pistolet a disparu. C'est là que j'ai compris qu'en réalité, il y a certains voleurs qui ont pris part des chorales. C'est ça. Ils sont mis à chanter. Mais j'ai cherché partout, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné. Il n'y avait personne dans la chambre. Le militaire est resté dans le noir et il dit... C'est même le militaire. Oui. Il dit, tu as vu attention danger, tu n'as pas eu peur. Tu as vu qui cherche trouve, tu n'as pas eu peur. Maintenant que tu te sens piégé, tu veux demander pardon à qui? Le voleur a changé automatiquement la chanson. Il dit, je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Ce miracle-là, ce serait vraiment difficile pour lui de l'avoir. Le militaire est venu, lui aussi, il a changé la chanson. Il dit, tu iras en prison aujourd'hui. En prison. C'est ça ton vrai miracle. Voilà. Comment il a osé rentrer encore dans une maison, il a trouvé pistolet accroché au mur. Les voleurs sont têtus. N'est-ce pas? Il pensait que les gens dormaient. Voilà, exactement. Surtout que nous sommes déjà en décembre, il faut faire très attention. Vraiment. C'est la période où les voleurs opèrent beaucoup plus. Hein. Tout le monde veut bien fêter. Ah oui, hein? Non, mais pour fêter, il faut travailler. Le mal est que d'autres vont travailler pour d'autres aussi. Il y a un autre qui est allé dans la maison d'un agent de sécurité. Il était dans sa cuisine quand le type est venu. Donc, il a regardé, il a analysé, il sait qu'il était déjà piégé, il ne pouvait plus partir. Donc, il dit, mon fils, tu sais que dans la Bible, il est écrit, je reviendrai en tant que voleur. Alors, restez éveillés. Je suis Jésus, mon fils. Carrément. Jésus. Oui. Le gars lui a dit, mon frère, malheureusement pour toi, tu es encore retombé sur Ponce Pilate. L'histoire va se répéter. Il se prépare à faire la fête. Oh nom de Dieu. Et qu'il n'est pas tombé dans de bonnes mains, quoi. C'est que lui, il ne va même plus attendre Pâques, quoi, pour lui vraiment fêter sa Pâques. Lui aussi, hein. Comment il a pu trouver ta réponse? Ça peut s'échapper. N'est-ce pas? Allez. Merci beaucoup, Bratier. Vous restez? Voilà, vous restez. À vous voir à l'écran, on dirait que vous célébrez déjà le 31. Ah ben oui, hein, parce que là, ça brille de toutes parts. Ben dis donc. Bon, les Porte-Noviers ne se négligent pas trop. D'accord. Bon, tu sais, sur les autres citoyens, les autres concitoyens des autres régions aussi ne se négligent pas. Exactement. La preuve, regardez Madame Danone. Elle est très belle. Quand même, hein? Allez, on va vous retrouver tout à l'heure. On fait le une temps émission. donc, mesdames, messieurs, d'écouter de la très bonne musique. Oui. Voici le clip du jour. Le clip du jour, aujourd'hui, nous sommes avec Tigang. Voilà. Le Tigang, technicien. Le technicien. En quoi il est technicien? Seul la chaîne d'édition Machel Beton peut nous le dire. Pourra nous le dire. Allez, mais pour l'instant, ce qui est ici, Tigang, le technicien, nous propose de la bonne musique. Le titre, c'est Bénédiction. Mesdames, Messieurs, c'est un artiste béninois, on découvre. Ye koda jele, nye
Ok, voilà, nous sommes donc avec Tigang. Eh oui, le technicien. Tigang, le technicien. Avec lui, on a eu tout type de bénédiction voilà. De toutes les confessions religieuses. Oui, il semble avoir mis tout le monde ensemble dans son clip. Vraiment, hein? Allez. Vraiment. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous avez bien apprécié. Nous sommes maintenant au débat. Aujourd'hui, nous allons parler donc de coach de vie. C'est juste après ce jingle. Dans la vie, il arrive que nous ayons besoin de conseils, nous ayons besoin d'orientation, que nous ayons besoin d'encouragement, je dirais même de motivation. Certaines personnes se sont données donc pour métier de répondre à ces besoins. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde se lève et chacun devient coach. Chacun se lève et s'autoproclame coach. Coach de ceci, coach de cela, donneur de conseils, conseiller et tout ce que vous voulez. Alors, mais comment devient-on coach? Est-ce que dans notre société, n'importe qui peut se lever et devenir coach? C'est ce que nous constatons. Coach Alain Sochoumé. Non, moi je m'appelle Alain Sochoumé. Je ne suis pas coach. Pas pour l'instant peut-être. Alors, peut-être avec l'explication de nos deux invités, je pourrais peut-être voir si j'ai des talents pour la chose. Mais ce matin, mesdames, messieurs, justement, nous allons parler donc de cette situation-là. Le coaching, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde peut être coach? Sur ce plateau pour en parler, nous avons un coach en communication, justement, Monsieur Diarra Moussa Soumanou. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. Et son second, Madame Danone. Eh oui, Gildas Seda Hassidé. Voilà, je vais y arriver. Vous êtes juriste. Bien sûr. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Oui. Alors, au téléphone, comme nous l'avons annoncé, on prenait d'ailleurs même contact avec elle tout à l'heure et vous avez vu. Eh oui, les téléspectateurs ont compris. Voilà. Madame Ablawa Boko sera donc au téléphone avec nous pour apporter donc son point de vue sur la question. En tant que sociologue. Tout à fait. Alors, Monsieur Diarra Moussa, qui appelle-t-on coach? Alors, un coach, disons que c'est une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement des individus ou des groupes d'individus ou même des organisations pour leur permettre d'améliorer leurs compétences, leurs performances à un moment donné de leur vie. Il y a plusieurs sortes de coachs selon les disciplines
et également selon l'attitude ou ce que vous souhaitez, d'accord, quelles compétences vous souhaitez acquérir ou quelles compétences souhaitez-vous vraiment relever, d'accord, dans votre activité au quotidien. Nous avons par exemple des coachs en communication, ce que nous faisons. Il y a des coachs de vie, d'accord, ce qu'on appelle life coach, c'est-à-dire par exemple des gens qui vivent des situations dans leur vie de couple, par exemple, ils ont besoin d'encadrement, d'orientation et autres. Du counseling. Exactement. Nous avons également des coachs en orientation professionnelle et bien d'autres. Donc, il y a plusieurs sortes de coachs selon réellement la période ou, disons, selon la demande réellement. Nous, le coaching, c'est un métier, c'est une discipline qui est vraiment dynamique et qui s'adapte à l'ère du temps. Et je pense que beaucoup de téléspectateurs qui vous connaissent très bien seront peut-être étonnés d'apprendre que Diarra Moussa Soumanou est coach. Alors qu'il est journaliste de formation. Journaliste. Voilà. Bon, ben, le journalisme, c'est un métier au carrefour des autres métiers. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors, ça ne nous surprendra pas demain que Mme Danon devienne avocate, par exemple. Bien sûr. Ça, c'est vrai. Encore qu'on a tellement de journalistes qui sont partis de là, voilà, pour être avocats. Voilà. Effectivement. Alors, monsieur Assidé, voilà, je vais y arriver. En fin de mission, c'est sûr, je le ferai simplement. C'est clair. Vous avez déjà bénéficié des services d'un coach. Comment vous les qualifiez, vous? D'abord, les coachs, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'on ne peut pas tout connaître de la vie. Et vu que le monde même n'est pas fixe, le monde est en perpétuelle évolution. Donc, forcément, pour réadapter votre compétence ou vos acquis aux besoins de l'heure, il vous faudra forcément renforcer vos capacités. Il vous faudra suivre des formations, c'est-à-dire vous faire suivre par un coach pour vous permettre de faire une mise à jour en quelque sorte de votre expérience. Donc, vraiment, c'est dans ce lot que moi, je trouve nécessaire le travail des coachs et je me suis fait accompagner plusieurs fois par des coachs. Pour ne pas dire, vous parliez tout à l'heure de juriste, c'est vrai, je suis juriste, mais je peux dire je suis juriste et coach également. Ok. Alors dans ce cas, est-ce qu'il suffit donc de se faire accompagner par des coachs parce qu'on veut relever un certain nombre de défis pour devenir coach soi-même? Pas du tout alors. Comment ça se passe? Vous savez, on peut même les catégoriser parce que nous avons des consultants qui font quelque chose dans la société, nous avons des enseignants, des coachs, nous avons des mentors. Mais plusieurs confondent ces catégories de métiers ou bien d'intervention. Le consultant, c'est quelqu'un à qui vous faites appel dans la société qui vient régler à un problème ponctuel. C'est-à-dire, vous avez un problème par rapport à 2 + 2. Le consultant vient, il vous règle 2 + 2 = 4. Il peut avoir fait ce travail et que vous n'étiez pas entre-temps attentionné pour voir la technique qu'il a appliquée. Si vous l'appelez une autre fois, vous payez encore pour le même service. Il vient, l'exécute. L'enseignant, c'est quelqu'un à qui vous faites appel ou un professeur à qui vous faites appel pour donner une formation en entreprise pour vous, peut-être à vos personnels, histoire de mettre à jour leurs compétences. Mais le coach, quelqu'un à qui vous faites appel, peut-être parce que vous sentez du potentiel en vos personnels, mais vous ne voudrez pas les changer, mais vous voudriez les faire suivre pour une période donnée, pour atteindre un certain niveau, le niveau que vous voulez. Du coup, le coach, il vient, il intervient, il les suit, il les accompagne pendant le temps pour leur permettre d'avoir ce niveau. Mais il n'est pas psychologue. Parce que lui, je voulais poser la question. Il n'est pas psychologue parce que lui ne veut pas savoir ce qui cause ce problème. Mais lui, il voudra juste vous permettre, vous ouvrir les portes, vous accompagner, vous permettre de voir vous-même le nœud qui bloquait. C'est tout ce qu'il fait. Mais comment est-ce que vous êtes devenu coach? Pourquoi en êtes-vous, en tant que juriste, décidé à faire du coaching? C'est une très belle question, je trouve. Vous savez, quand vous avez quelque chose ou quand vous avez la passion de faire quelque chose, vous avez la maîtrise de la chose, arriver à un moment donné, et que vous apprenez à côté ou en plus de cela, la technique, la méthodologie d'y arriver, alors, et que dans votre technique ou dans cet apprentissage, vous êtes apte à porter le message et à vous faire entendre par votre auditoire, vous faire entendre, et mieux que l'auditoire vous comprenne et l'exécute autant que vous, alors si vous voulez faire parcours dans le coaching, vous êtes mieux placé.
Mais il ne faudrait pas oublier... C'est un forgeron qu'on devient forgeron. Mais il ne faudrait pas oublier que vous devez forcément, à un moment donné, vous faire assister par une structure spécialisée dans la formation du coach. Voilà, on va parler maintenant de ça. Merci. Justement. Monsieur Diarra Soumanou, dites-nous, est-ce qu'il y a une formation au bout de laquelle on devient coach, ou bien il suffit juste, Madame Heureuse Danodé a un souci, elle vient m'en parler, je lui donne quelques conseils, elle applique et ça semble marcher, le jour d'après elle revient et puis pareil. Est-ce que ça suffit pour que je devienne coach, ou bien est-ce qu'il y a une formation au bout de laquelle on devient coach? Non, mais je pense que le métier de coaching a une catégorisation. C'est comme par exemple dans le football, vous voyez, il y a plusieurs entraîneurs qu'on appelle forcément des coachs. C'est des coachs. Il y a des coachs de première division. Quelqu'un qui est par exemple, qui encadre le FC Barcelone ne peut pas se comparer par exemple à quelqu'un qui encadre les requins de l'Atlantique ou les panthères de Djougou, par exemple. Voyez-vous? Et donc, c'est une catégorisation. Vous pouvez décider de commencer. D'accord? Vous commencez, mais vous avez reçu l'encadrement d'une structure spécialisée. Alors, lorsque vous avez la reconnaissance de cette structure spécialisée, d'accord, vous allez maintenant vous faire certifier par la structure mère qu'on appelle l'ICA ou l'ICF, International Coach Federation. Okay? Et donc, vous recevez la certification de l'ICF et donc vous devenez un coach certifié. Et vous pensez que tous ceux qui sont dans le coaching aujourd'hui ont pris part là? Non, pas du tout alors. Pas du tout. Ce n'est pas évident que certains coachs connaissent même ce processus, ni même l'existence de l'organisation. Mais en réalité, le coaching, c'est comme je le disais, c'est une discipline vraiment dynamique qui ne ferme pas ses portes. Voyez-vous, les coachs, ce sont des personnes qui acquièrent leur reconnaissance, leur authentification par l'exercice. C'est-à-dire que réellement, si tu n'as pas le temps d'obtenir des résultats, tu manqueras réellement de confiance en soi, tu manqueras vraiment de reconnaissance. Vous parlez là du coach? Du coach, bien sûr. Parce que réellement, c'est des gens qui obtiennent leur reconnaissance par ce qu'on appelle la recommandation. Heureuse vient me voir pour une consultation, pour un encadrement spécifique, ok? Je l'encadre et au bout de sa formation, elle se dit qu'elle a été satisfaite, ok? Et donc, elle va recommander ma structure à Gildas. Parce que réellement, les structures de coaching ou les cabinets de coaching, vous ne les verrez jamais faire de la publicité à la télévision. Ils travaillent par réseau. Par réseau, voyez-vous. Et donc, c'est parce qu'un de vos clients a eu réellement satisfaction qu'il vous recommande à quelqu'un d'autre. Justement, moi j'ai envie de vous poser cette question. On dit souvent que les coachs sont de beaux parleurs. Oui. Ce sont des... Bien sûr. Pardon? Oui. Ce sont de beaux parleurs, ce sont des messieurs, des dames qui ont le verbe, qui savent parler. Certains vont jusqu'à dire que les coachs sont des maîtres de la parole. Oui. Est-ce qu'il suffit d'être maître de la parole pour devenir coach? Non, mais pas du tout. Mais c'est comme je le disais, si vous voulez être, par exemple, coach en communication, okay, la communication, c'est d'abord la parole. Et donc, forcément, dans ce cadre, vous avez besoin d'être vraiment un excellent orateur et autres. OK? Mais si j'ai besoin d'être coach sportif, coach fitness, par exemple, il peut ne pas avoir cette capacité ou cette aptitude-là à pouvoir s'exprimer en public. Mais lorsqu'il a ses clients devant lui, il leur permet vraiment de perdre du poids en 2 mois, en 3 mois. C'est un coach. C'est un coach sportif. OK? Donc, l'expression orale, forcément, le besoin existe réellement. Et ce sont les coachs en communication qui ont forcément besoin de cela. Est-ce que le métier de coaching est vraiment organisé dans notre pays? Non, pas du tout. Ce n'est pas organisé ni au Bénin, ni en Afrique. Ce n'est réellement pas structuré. Ni au Bénin, ni en Afrique. Ni en Afrique. Alors donc, c'est ce mais le processus d'organisation a déjà démarré, ok. Mais réellement, vous allez constater que la plupart, sinon je dirais
plus de 110% des coachs ne connaissent rien de cette organisation ou de cette structuration. Mais qu'est-ce qui peut expliquer, M. Sedas, je ne dirais pas engouement, mais cette acceptation systématique de la population? Ce métier, on en parle il n'y a pas longtemps. Et comme je le disais avant, ça s'est baissé. Oui. Pourquoi? Le besoin est aussi là? Oui. En fait, comme le disait tout à l'heure M. Diarra, c'est un secteur vraiment dynamique, très dynamique, parce que forcément, on a besoin d'être suivi par quelqu'un. Et vu que le résultat, c'est vraiment probant sur le terrain, c'est clair. Quand vous faites accompagner par un coach dans un domaine, franchement, vous avez de la satisfaction et autres. Du coup, c'est ce qui fait que nombreux aujourd'hui veulent se référer à un coach dans le domaine ou dans un domaine quelconque pour avoir de succès ou pour toute autre chose. Mais il est quand même important de voir et de tamiser les choses pour voir concrètement ceux qui sont là pour réellement le travail et non pour autre chose que vous savez. Monsieur Assidé, oui. Quand on parle de coach dans notre pays aujourd'hui, des expressions comme arnaque, comme trahison, comme abus de confiance ne sont pas du tout loin. Oui. Alors, comment est-ce qu'un coach, vous venez, vous vous ouvrez à lui, vous déversez votre vie devant ce monsieur ou bien cette dame, et vous vous ouvrez, et puis à la fin, c'est vous qui passez pour le dindon de la farce. Alors, dans ce cas, on a toujours affaire à un coach ou à, entre griffes, un coach. Le mot est vraiment juste trouvé. Comme je le disais tout à l'heure, il faudra tamiser, voir plus clair et savoir ceux vers qui nous allons. En toute chose, on devrait la voir comme ça aussi, parce que c'est ceux-là qui permettent à d'autres, à leurs concurrents, de mieux travailler pour être vraiment prêts à la demande. Vous savez, le coach doit être en perpétuelle recherche. Il doit approfondir davantage ses recherches pour remise en cause. Voilà, pour répondre toujours aux besoins de sa cible. Et donc, dès cet instant, il est nécessaire de suivre ces structures qui sont, je peux dire en quelque sorte, en tête de pyramide, qui vous permet d'avoir la certification de coach, parce que quand vous êtes certifié de ces organisations, vous êtes obligé de suivre les règles, la méthodologie, la pédagogie appliquée à leur niveau. Et quand vous êtes en même temps affilié à eux, certaines choses vous seront proscrites de faire dans la société. Je crois qu'on va revenir au plateau, déjà pour savoir comment est-ce qu'on peut, à vue d'œil, reconnaître un vrai coach. Mais je crois qu'on a également les populations de l'autre côté. Tout à fait, nous avons des compatriotes qui s'expriment sur la question. Mesdames, Messieurs, nous allons les suivre. C'est des gens qui, à mon avis, ont été formés, des personnes sérieuses, consciente quand même du phénomène que l'homme, dans son essence, doit pouvoir travailler et doit pouvoir s'assumer. Et en cela, ils ont donc forcément suivi des études afin de pouvoir atteindre un certain stand. Et c'est justement ce stand-là qui leur permet de partager leur savoir aux autres. Et donc, en définitive, ceux à qui ils prêchent donc cette volonté-là de réussir doivent à leur tour se prendre en charge. Je crois que c'est une très bonne chose. L'idée est géniale. Eux-mêmes vont se faire former afin de transmettre leurs connaissances aux autres. C'est un métier, comme tout autre métier, qui a connu le jour et qui fait son petit bonhomme de chemin. La professionnalisation du métier du coaching appelle à beaucoup de choses. Et ailleurs, ce n'est pas une académie où vous venez, vous avez un doctorat et puis vous planchez. Comme l'auraient dit certains amis en donnant des diplômes dans le coaching. Mais ce n'est pas cela. Parce que le coaching en lui-même, déjà, c'est d'amener quelqu'un alors à se découvrir déjà, à se fixer des objectifs, à poser des actes pour avoir les résultats que la personne désire. Et vous comprenez avec moi, la méthode ne peut pas être une méthode classique. Ce qui fait que lorsque vous voulez devenir le coach de quelqu'un, vous n'êtes pas nécessairement alors, à l'étape où nous sommes aujourd'hui, obligé d'avoir réussi dans le secteur où la personne voudrait réussir. Je les vois se trouver en face d'une centaine de personnes pour leur donner des indications. Là, je dis, c'est erroné. Un vrai coach doit maîtriser vraiment la psychologie. Et il doit se trouver face à un individu
qu'il va étudier sur une période donnée pour savoir déjà les prérequis qui sont là, sur lesquels il va pouvoir agir pour développer celui-là. D'autres ont le vilain plaisir de se faire fonds de commerce. Donc du coup, on n'a peut-être jamais eu en réalité une expérience dans le domaine du coaching. On s'improvise coach, on n'a pas les preuves véritablement de ce qu'ils disent. Et comme parfois, je ne les attaque pas forcément, hein, mais parfois il y a certains qui ont la langue déliée, la langue vraiment facile. Donc ils arrivent à convaincre des jeunes. C'est normal, il faut forcément le faire pour un peu d'argent à côté, mais il y en a qui ne le font pas passion, qui aiment ce qu'ils font et bon, qui ont du plaisir à donner de la joie aux autres. L'État doit pouvoir, dans ce sens-là, accompagner cette jeunesse, si elle veut vraiment changer, les accompagner dans la mesure où ceux-là doivent véritablement écouter des gens qui sont forcément professionnels dans le coaching. Mais à une seule condition, ils doivent être munis d'un badge, peut-être avec la signature d'un ministère, enfin du ministère de tutelle, je veux dire. Ceci permettra non seulement de pouvoir synthétiser un peu, ou du moins faire une sélection de cette panoplie de coachs-là qu'on connaît, afin véritablement qu'un travail de fond soit fait. On ne peut pas dire de facto que tel est un coach et tel ne l'est pas parce qu'il n'y a pas une législation qui régularise la chose. Mais ça va arriver, vous comprenez avec moi. Les pays dans lesquels déjà ça se passe ainsi, c'est des pays qui sont passés de la pratique à l'organisation du métier. Et ça passe par des associations de professionnels du métier du coaching, ce qui n'a pas les mêmes procédures que les autres métiers qui ont des académies où on peut faire un parcours, on peut aller à l'université, on peut aller à l'école. Et oui, voilà qui est clair, hein, voilà l'expression donc de quelques-uns de nos compatriotes. Et alors, dites-nous, monsieur Assidé, un coach, c'est forcément pour gagner de l'argent? Pas vraiment. Mais c'est pas interdit? Pas vraiment. Ben, en fait, vu que pour faire don de soi à la chose, si vous arrivez à trouver quand même votre pain quotidien de ce que vous faites, voilà. Mais vous savez, tout de suite, c'est pas ce qui est vu par certaines structures qui exercent dans ce domaine. Et que pensez-vous alors des interventions de nos compatriotes? Franchement, je peux dire, nous n'avons pas les mêmes langues, les mêmes visions de la chose. Moi, je le fais pas passion. Je le fais pas passion et je le fais parce que je me retrouve dans ce que je fais, pour de vrai. De la même façon, vous pourrez rencontrer d'autres. Et quand c'est comme ça, sachez en même temps que c'est pas pour du bon. Quand c'est pour rechercher en même temps ça, quand c'est l'argent qui est en vue, sachez que c'est pas du bon. Franchement. D'accord. Alors, M. Diarra Moussa, votre réaction par rapport aux interventions? Non, nous avons eu des interventions vraiment pertinentes en ce sens qu'ils ont reconnu, comme je le disais, que c'est une discipline qui n'est pas encore autant organisée chez nous et que ça va s'autoréguler avec le temps. Réellement, c'est ainsi que ça va être. Vous savez, l'école classique que nous avons connue au départ de l'école, ce n'était pas organisé. C'est des gens qui donnaient des enseignements à domicile avant que ça ne soit structuré. On parle aujourd'hui de CEP, BEPC, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est forcément ainsi que le coaching va prendre ces étapes-là et s'autoréguler avec le temps. Mais réellement, je voudrais juste inviter ceux qui font appel aux compétences des coachs à pouvoir vraiment voir un peu leur intégrité, l'éthique qu'ils respectent avant vraiment de leur faire confiance. Parce que réellement, comme on l'a dit, c'est des gens qui sont le beau parleur, ils ont l'oratoire et tout ça. Ils savent convaincre. Exactement, ils ont cette capacité à pouvoir convaincre. Ils ont cette capacité à pouvoir convaincre leur interlocuteur. Et donc, réellement, pour leur faire confiance, vraiment, il faut vraiment mettre en cause d'abord, leur intégrité avant de pouvoir voir si réellement ils méritent cette confiance. Là, il n'y a pas de critères pour connaître les vrais coachs. Les critères qui existent, c'est peut-être de vous référer
à l'ICF, comme je le dis, là, sur le site de l'ICF, vous pouvez voir les coachs selon votre région. Ok, ça existe. Mais combien d'entre nous sont capables d'aller faire cette recherche rapide? C'est la question que j'allais poser parce que le monsieur ou la dame qui est dans des problèmes, qui a besoin de conseils, on lui a dit, ah mais écoute, je connais telle personne, elle peut te parler, elle peut te conseiller, n'a pas le temps d'aller sur un site. Va voir donc ce coach qui plus tard se révèle être un gourou. Comment faire alors pour que les coachs ne deviennent pas des gourous? Non, mais pour le faire réellement, c'est pour ça que je dis il faut que les intéressés, ceux qui ont besoin de ce service-là, vraiment puissent s'assurer de l'intégrité des coachs. Franchement, parce qu'on ne peut pas réellement faire confiance à tout le monde. Ok, c'est sur recommandation que les gens vont vers ces coachs-là et voyez un peu ceux qui vous recommandent réellement ces coachs avant de pouvoir leur faire confiance. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Que je peux conseiller peut-être. Vous savez, aujourd'hui, grâce au digital, on peut savoir ce qui est bon comme ce qui n'est pas aussi bon. C'est-à-dire, quand vous allez tout de suite sur l'Internet, vous tapez le mot que vous voulez, vous aurez forcément des propositions. Donc, ce que vous trouvez et qui a plus de notoriété ou qui a plus de notoriété, essayez de... Ce n'est pas conseillé. On va pour le moment, on va la sociologue on a notre au bout de fil. Spécialiste au bout de l'année. Madame Ablawa Boko, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment allez-vous, madame? Je vais super bien. Ça va bien, merci. Alors, dites-nous, le coach de vie, vous pensez que c'est un métier destiné à tout le monde? Je dirais non. Je dirais oui. Non vient en premier parce qu'on parle de la vie d'une personne. Et pour manipuler, je mets mon manipuler entre guillemets, pour manipuler la vie d'une personne, il faut quand même avoir certaines compétences. Et c'est ce que nous voyons chez les docteurs. Ils sont formés pendant des années. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que la vie d'une personne est précieuse. Et pour la manipuler, il faut bien avoir une formation, il faut savoir ce qu'on fait. Sinon, on risque de faire des erreurs qui vont que la personne va traîner toute sa vie. Donc, je dirais non, n'est pas coach de vie qui veut, mais qui a les outils pour manipuler la vie sur ce terrain-là. Et je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que chacun de nous avons ce côté coach en nous. En fait, chacun de nous recevons des gens qui ont des situations, qui vivent des problèmes et que nous aidons quand même à retrouver la porte de sortie, que nous aidons à sortir de leur situation difficile. Donc, c'est vrai que chacun de nous avons ce côté-là en nous qui nous pousse à aider une personne qui vit une situation difficile à s'en sortir. Et donc, mais on ne peut pas se baser sur ça pour dire qu'on est coach. Parce que être coach, ça implique beaucoup d'autres choses en fait, en réalité. Donc, c'est là ma réponse. C'est non et oui selon le cas, quoi. D'accord. Alors, Madame Ablawa Boko, dites-nous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce foisonnement de coachs? N'importe qui se lève, devient coach, donne des conseils, donne même des astuces, des pratiques qui n'existent peut-être pas. Et le résultat est qu'on assiste parfois à des drames dans notre société. Vous qui êtes sociologue, quel regard portez-vous sur ce pan de la chose? Oui, d'abord, je dirais on assiste vraiment à des drames, ça c'est vrai, c'est un constat qu'on remarque et ça joue même sur la crédibilité des coachs qui sont professionnels et qui font bien leur travail. Je suis en formation en coaching et je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont bien formés au Bénin ici et qui font très bien leur travail, mais parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament coach et cela joue sur la crédibilité des coachs. Et je dirais, bon, premièrement, c'est déjà le prestige que le nom de coach donne fait que certaines personnes se proclament rapidement coach. Parce que quand je dis je suis coach,
Oui. Il y a un prestige qui accompagne, il y a un certain respect qui accompagne ce nom-là. Et donc, du coup, on voit des gens qui se lèvent, qui disent, bon, je suis coach en ceci, coach en cela, rapidement. Et la deuxième raison qui est quand même la plus importante à mes yeux, oui, c'est parce que le métier n'est pas réglementé comme cela se doit, en fait. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine organisation. Comme je l'ai dit, j'ai donné l'exemple des docteurs et d'autres métiers, le journaliste, etc. Il y a des lois qui réglementent ces métiers-là. Mais le métier du coaching, il n'y a pas de réglementation en la matière. Il n'y a pas de nombre d'années à faire pour avoir tel diplôme ou tel autre. Il n'y a pas de formation très précise à suivre. Par exemple, au Bénin, ici où on est sûr, c'est pas bien sûr le coach Poyon que tout le monde connaît. Donc, c'est ça en fait le drame aussi dans ce métier-là. C'est ce manque de réglementation. C'est que tout le monde peut se programmer coach et là, elle sera suivie parce qu'il parle bien, il donne de bons conseils pour le moment, etc. Et puis on est suivi. Donc, je peux avancer ces deux raisons-là qui font que les gens se programment coach. Et au niveau de ceux-là qui suivent des coachs, je peux dire que il y a le besoin, en fait. Les gens ont besoin d'être accompagnés. Justement, c'est ce qui m'amène justement à vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce besoin d'aller vers un coach de plus en plus prononcé de nos populations? Quand on sait que nous sommes dans une société où on dit, je le dirais en fond, c'est-à-dire ne dis pas ton intimité, ta vie à quelqu'un. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à aller vers des coachs. Est-ce que dans nos sociétés, avant, nos grands-pères, nos arrière-grands-mères avaient besoin de coachs pour nous élever, pour qu'on en soit là aujourd'hui? C'est ça, justement. Il y a notre société a évolué dans quel sens ça c'est à voir, mais la société a évolué et on remarque que ce n'est plus les questions qu'on gardait secrètes, les choses qu'on gardait secrètes. Ça, on peut maintenant les exposer, c'est-à-dire on peut aller voir quelqu'un d'extérieur pour aller parler. J'ai fait une formation en relation d'aide aussi et je vois combien je suis sollicitée par rapport à des questions qui autrefois n'allaient pas sur la place publique. Le fait est que notre société a évolué et du coup, nous retrouvons nous tous à gérer tellement de choses qui nous dépassent en fait. C'est comme s'il y a tellement de choses qui tombent sur nous et à l'intérieur de nous, nous n'avons plus la capacité de les gérer parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Et du coup, nous disons on a besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin, on a besoin de quelqu'un pour aller au-devant des choses. Et la deuxième raison que je peux avancer, c'est que nous avons perdu un peu le sens de la vie en fait. Et si je peux m'exprimer ici. Avant, comme on le disait, la société d'avant, c'est que les gens savaient quel était le sens de la vie. Il y avait ce Bédoto-là qui était respecté, ce Dieu-là qui était très respecté, surtout dans nos sociétés africaines. Et on ne faisait pas les choses n'importe comment. Tout cela donnait sens à notre vie. Il y avait la consultation du FAC qui donnait sens à notre vie. Il y avait tout ça qui était mis sur pied et qui donnait sens à la vie de chaque personne qui naissait dans un milieu africain. Mais aujourd'hui, tout a évolué et donc du coup, on a perdu un peu le sens de la vie, je vais dire. Et ça fait que, bon, tu ne sais plus trop dans quel sens il faut aller et tu ne comprends plus les événements de ta vie. Et puisque tu ne veux plus pour beaucoup aller vers les religions endogènes et tout ça, donc du coup tu es là, mais tu te demandes qu'est-ce que je dois faire? Il faut que quelqu'un m'aide. Résultat, on va vers un coach. C'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas le fait d'aller vers une autre personne qui pose en réalité problème. Mais c'est ce sens qu'on a perdu de la vie là qui fait qu'on a besoin de quelqu'un pour nous orienter en fait. Donc, du coup, on va vers le coach et n'importe qui dit je suis coach, mais on le prend quoi parce qu'on en a besoin. J'ai Mme Danodé qui a une question pour vous, certainement. Eh oui, Mme Bokor, nous avons cru entendre dans votre intervention que vous êtes également à une formation de coaching.
Oui, tout à fait. Ah ben, là, le problème se pose. On se dit finalement, si tout le monde devient coach... Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené à suivre cette formation? Pourquoi vous aussi, en tant que sociologue, vous voulez devenir coach? Alors, je ne veux pas devenir coach. Et comme je l'ai dit, j'ai fait la sociologie. Ensuite, je suis allée faire une formation en relations d'aide parce que j'ai fait la sociologie et je me suis spécialisée dans les questions de jeunesse, de mariage et de famille. Et là, je suis sollicitée pour accompagner des personnes. Et je me dis, mais je n'ai pas les outils qu'il faut. Il faut que on dit que les sociologues, tu as fait la formation, donc tu peux nous aider, tu peux nous accompagner. Vous avez senti un complément, un besoin de complément de formation. Je me suis dit, mais attends, ces gens-là veulent me mettre dans des problèmes. Je n'ai pas les outils qu'il faut pour vous accompagner. Il faut que j'aille me faire former. Et c'est là que j'ai choisi d'aller me faire former. Sinon, je ne me suis jamais intéressée au coaching, en fait. Mais la formation, ça m'a beaucoup intéressée. On comprend mieux. Besoin d'outils pour faire le travail. Donc, je suis allée chercher les outils. Merci beaucoup, Madame Ablara Bokor. Merci d'avoir répondu à notre appel. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci. Et à bientôt. Merci, bye bye. Alors, Monsieur Diarra Soumanou, vous avez pris tellement de notes. Oui, bien sûr, dans ce qu'elle disait. Oui. Et je dois noter que elle-même, elle reconnaît que le métier, cette profession n'est pas encore organisée. Il va falloir le faire et ça dépendra de nous tous, d'accord, de tous les coachs qui réellement estiment que cette profession mérite vraiment d'être dynamisée, cette profession mérite vraiment d'être valorisée parce que réellement le besoin existe. Le besoin existe, vous l'avez écouté et chaque jour, plus nous avançons, nous constatons que chacun d'entre nous a une faille quelque part. Et cette faille-là, on a besoin de corriger cette faille. Je prends notre cas par exemple où un monsieur est promu à un poste de direction et réellement c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer en public. Voyez-vous, il a besoin qu'on le coach en communication, qu'on le coach dans la prise de parole en public, qu'il puisse réellement conduire ses équipes, qu'il puisse présenter son plan, d'accord, à un moment donné à ses supérieurs, qu'il puisse réellement conduire ses réunions, qu'il puisse réellement motiver ses équipes, parce que c'est son rôle en tant que responsable. Et donc, forcément, il a besoin d'un coach. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'ira pas à l'école nationale d'administration pour s'asseoir, pour dire, mais formez-moi en prise de parole. Eux, ils n'ont pas cette discipline-là. Voyez-vous, quelqu'un qui a besoin de savoir comment on écrit son discours, il va apprendre dans quelle école? Non, mais ce qui est sûr, le besoin est là. Le besoin existe. Il faut s'adresser donc aux spécialistes de la chose. Exactement. Et donc, quand le besoin existe et que tout de suite, on me fait appel en estimant que moi, j'écris de bons papiers à l'antenne, on me dit, mais est-ce que tu peux me donner des cours pour rapidement écrire mes discours? Je le fais une fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, mais moi-même, donc, je peux coacher des gens. Voyez-vous? Mais c'est de ça que sort le grand lot, là. Le lot des coachs non formés. Parce que chacun se découvre un talent. Exactement. Ça y est. Donc, dans tous les domaines, on a besoin réellement d'accompagnement. Si je prends un autre exemple. Nous, par exemple, en notre temps, quand on était au primaire ou au secondaire, franchement, rares sont les gens parmi nous qui ont connu des encadreurs de maison. Tout à fait. Ok. Certains d'entre pas du tout. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Tu reviens de l'école. C'était ton coach alors. Tu reviens de l'école, tu prends un petit goûter et puis bon, tu attrapes les cahiers. Exactement. Il n'y a pas de répétiteur. Certains d'entre nous n'avaient même pas des bouquins, mais nous avons eu avec brio nos BEPC, baccalauréat et tout ce que vous voulez. Voyez-vous, aujourd'hui nous constatons que nos enfants ont besoin déjà au CI d'être orientés, d'être soutenus. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, les adultes, le besoin forcément va s'exprimer à leur niveau aussi. Parce que lorsque je sens, par exemple, le stress, lorsque je veux m'exprimer, je sens le stress. Je me dis, mais est-ce que c'est tout le monde qui vit ça ou c'est moi seul? Je vais faire appel à un coach. C'est déjà arrivé sur ce plateau avec des invités. Allez, exactement. On va pas vendre le et donc, il se dit, mais est-ce que tu as des conseils à me donner? Et donc, rapidement, tu l'orientes. Tu lui dis, tu dois pratiquer telle astuce et autres. Et donc, forcément, c'est au fil du temps, il va se découvrir et ainsi de suite.
Donc, voilà un peu comment ça existe, comment le besoin est honoré, comment le besoin est satisfait au fil du temps. Mais le problème demeure, l'organisation, exactement, c'est le mal. L'organisation. Peut-être on va aller vers des lois, par exemple, d'accord? Parce que ce sont des gens qui sont dans la corporation qui doivent proposer ça à des députés, d'accord? Pour réellement penser à la prise d'une loi, par exemple, pour réguler ce système-là. Monsieur Assidé. Oui, voilà, vous y êtes. Alors, vous l'avez également suivi, notre sociologue. Bien sûr, j'ai suivi Madame Ablawa Boko, qui a vraiment touché de doigt le sujet, comme nous d'ailleurs. Vous l'aurez constaté dans son intervention que la pédagogie est vraiment capitale à connaître dans ce domaine. Il faut vraiment une pédagogie. Elle a senti, raison pour laquelle elle est pour se faire former. Elle s'est inscrite pour une formation. Justement. Donc, mais le drame, c'est que tout le monde ne se forme pas. Chacun se découvre un talent. Et puis bon, allez, avant de revenir vers vous, mesdames, messieurs, vous savez, cette émission, c'est aussi la parole à vous autres internautes qui nous suivez en direct dans cette émission. Le premier message du jour, aujourd'hui, on constate que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes se proclament coach de vie et de motivation. Ils se basent sur leur propre vie ou sur le vécu de leur entourage. Ils drainent du monde devant eux et certains coachés sont même prêts à débourser une fortune pour suivre ces coachs. Mais il faut avouer qu'il y en a qui sont des professionnels qui suivent des formations. Les spécialistes du domaine au Bénin doivent s'unir et mettre de l'ordre dans le métier. Voilà, question d'orientation. Hein? Bien sûr. Voilà. Alors, un autre message, effectivement, bien des gens pensent que c'est si facile de devenir coach de vie et qu'on n'a pas besoin d'un diplôme académique pour exercer le métier. L'ignorance et la banalisation du coaching peuvent justifier cela. Il y a aussi l'envie de faire le buzz, sans oublier la vanité, la fanfaronnade qui l'accompagne. Le coaching est aussi une science et un art, puisque le coaching s'exerce sur le mental, la conscience et le cœur de l'homme. Il faut donc suivre une série de formations dans quelques sciences humaines, telles que la psychologie, la sociologie, etc. Mieux, il faut apprendre le métier auprès des vrais coachs rompus à la tâche. Au Bénin, le coaching est en train de s'organiser et de se structurer. On forme déjà en la matière et les diplômes en bonne et due forme sont délivrés aux apprenants, voilà. Pour assainir donc la profession, les responsables de la trempe du coach Pognon. Coach Pognon, je le rappelle, hein, on l'a invité, c'est parce qu'il est en déplacement hors du pays qu'il n'a pas pu être là, sinon il aurait pu être sur ce plateau. Alors donc, le message continue. Des coachs de la trempe du coach Pognon et d'autres doivent poursuivre le combat, créer des écoles où une formation rigoureuse sera donnée avec le parrainage du gouvernement. Et voilà. Voilà. On va se limiter à ces messages pour ce matin. Alors donc, le besoin de structuration, le besoin d'organisation de ce métier se fait sentir. Alors, heureuse d'annoncer, nous allons faire un dernier tour de table, si vous le permettez. Effectivement. Alors, Monsieur Diarra Moussa, on commence par vous déjà, des approches de solutions, des propositions à nos gouvernants aujourd'hui qui, apparemment, vous ont laissé le métier aller. Oui. Réellement, il faut que le gouvernement s'y implique, mais c'est parce que l'État même a beaucoup de charges, l'État même a beaucoup de chats à fouetter, excusez-moi le terme, et donc c'est pour ça que tout de suite, vous n'allez pas sentir un intérêt particulier de nos dirigeants, parce que lorsque nous prenons déjà les établissements privés d'enseignement supérieur, les EPS, vous voyez tout le travail que le gouvernement est en train de faire en termes de réorganisation de ces écoles-là. Et donc, quand ils vont peut-être finir, ils vont s'intéresser. Ils vont venir chez les coachs. Mais pendant ce temps, des drames se jouent, des gens continuent donc de se faire remarquer. Oui, malheureusement. C'est pour ça que je dis que réellement, ceux qui sentent le besoin d'être coachés doivent faire en sorte, d'accord, de pouvoir réellement voir l'intégrité, j'insiste sur le terme, l'intégrité de ceux dont ils demandent le service, des structures vers lesquelles ils vont pour se faire coacher. Parce que lorsque vous avez un coach qui n'a même pas
un cabinet ou un institut bien organisé, franchement, ne lui demandez pas de vous orienter. Si quelqu'un qui a son siège, ok, le siège existe. Vous savez que c'est à la place des martyrs. Il a un siège physique. Bien identifié. Identifiable. Ok. Vous pensez qu'il va prendre votre argent ou vous arnaquer et disparaître? Parce que vous savez où le reconnaître. Vous savez que vous pouvez aller vous plaindre à la police et lui apporter une convocation. Mais si vous avez un coach dans la nature... Qui a juste son sac. Son bureau est dans son sac. Il fait une affiche qu'il met sur les réseaux sociaux. Exactement. Et puis vous rassemble dans un coin quelque part. Même si le coaching d'ensemble marche, plutôt le coaching personnalisé. Alors, si cette personne, vous lui remettez une forte somme d'argent, souffrez qu'il disparaisse dans la nature. Lui, il se dit que il a trouvé un pigeon. Exactement, et il disparaît. Voyez-vous? Mais si c'est quelqu'un qui sait que réellement on va me retrouver, ok, celui que j'ai reçu, celui que j'ai coaché pourra aller dire sur les réseaux sociaux que j'ai été mal encadré, j'ai été mal entraîné, autre. Forcément, il sait que vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose de très sérieux et il doit y mettre du cœur. Mais, monsieur Assidé, est-ce que l'idéal ne serait pas d'avoir peut-être une plateforme où se retrouvent tous les coachs sérieux? Et là, tout citoyen va là-bas il va là-bas, il sait qu'il a un vrai coach. C'est bien pensé et ça existe, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Sinon, vous savez, en fin d'année, il y a... Ah d'accord. Bon, en tout cas, ça existe. Ils existent, de ces plateformes existent. Mais il va falloir y travailler encore davantage pour avoir... parce que tous les coachs n'existent pas encore dans ces bases de données. Vous devez vous regrouper, faire en sorte que les citoyens puissent quand même vous identifier et savoir qu'ils s'adressent à des personnes responsables, identifiables et identifiées. Tout à fait, puisque le besoin existe pour de vrai et je ne vous coupe pas du tout, même jusqu'aux enfants. Tout à fait. Combien de temps vous passez à la maison aujourd'hui? De toutes les façons, oui, nous avons des coachs parentaux, malheureusement, nous sommes ici. Voilà. Donc, il faut franchement faire suivre les enfants par quelqu'un. Leur orientation en dépend de tout. Allez, merci beaucoup, Diarra Moussa Soumanou. Vous êtes coach en communication. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu donc avec nous sur ce plateau. Merci, monsieur Gildas Sédar Hassidé. Vous êtes juriste de formation. Merci également d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, eh oui, coach de vie, la porte n'est pas ouverte à tout le monde, ça vous l'avez compris. Prenez donc, mettez des gants, prenez vos dispositions, ne vous faites surtout pas arnaquer et on continue cette émission juste après la pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, le Bénin reste et demeure notre beau pays à visiter. Mais l'autre chose que vous devriez faire ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de télécharger donc l'application que vous voyez là à l'écran, l'application ORTB. Oui. Et vous pourrez donc, même si vous êtes en déplacement, suivre votre émission préférée, Nos Pilènes, tous les matins, ainsi que tous les autres programmes. Depuis votre téléphone. Voilà, ainsi que tous les autres programmes, toutes les autres émissions de BB24, ainsi que la Une et l'ensemble des radios de l'ORTB. Allez, tout de suite, Heureuse d'Anande, si vous le permettez. Oui, on y va. On va faire un tour pour voir nos us et coutumes. Pâte recyclée que les gens vendent maintenant dans les kiosques là. Quand la veille, ça n'avait pas séjourné dans de l'eau, on ne peut plus réchauffer et manger. C'est nos ancêtres qui avaient instauré ça parce que ils disent nous sommes plats, nous sommes au bord de l'eau, de la mer, ainsi de suite, mais nous cultivons.
mais que nous ne devons pas présenter une piètre figure pour manger la pâte d'hier. On vénère le fada chez nous. On le vénère. Par exemple, vous allez à Grand Popo, de l'autre côté de la rive, avant que vous n'arriviez au pont péage de Grand Popo, Réveil est à gauche. La flèche est là. Par exemple, là, vous verrez encore une place publique où ce table-là est là. Quand vous êtes épouse d'un Kwela, vous faites un garçon. Vous allez à la maternité, vous faites un garçon. Vous n'avez pas le droit à goûter au sel pendant 9 jours. Vous avez tous les aliments, mais sans le sel. C'est les tantes qui viennent le 9e jour vous faire manger, vous faire goûter du sel. Si c'est une fille, c'est 7 jours. Vous voyez? Bon, c'est peut-être un calvaire pour les femmes, moi. Parce que moi-même, je me plains, parce que manger sans sel, mais la femme, voilà, qu'elle m'a épousée, bon, elle est tenue de faire ça. Il y a des ethnies, par exemple l'ethnie Pago. Par exemple, eux, dès qu'ils préparent le gombo aujourd'hui, ils doivent finir ça aujourd'hui, demain ils n'en mangent plus. C'est interdit chez eux. Parce qu'ils sont cultivateurs, pourquoi manger encore ce qui est resté, le résidu d'hier? Non, ils n'aiment pas. Les Pagors. Et chez les Pagors, il y a tellement de totems qu'à ce jour, ils ont modifié un peu les choses. Non, la génération d'aujourd'hui ne suit pas la ligne circoncis. Mais je peux vous dire qu'il y a des conséquences. Ah non, c'est ça. Il faut que nous parlons de notre culture. Moi, je suis content que vous ayez l'initiative de passer de temps en temps nos émissions. Il n'est pas question de s'afficher quand on est étranger quelque part. Vous y allez comme tout autre. Chaque famille, chaque ethnie, chaque communauté a ses interdits et il faudra donc les respecter. Il n'existe pas de famille, d'ethnie sans interdit. Hein. Oui, on ne peut pas se prévaloir donc de la modernité, de la religion, de la civilisation, du buzz, pourquoi pas. De la mondialisation, de la globalisation. Quelqu'un dira, nous on a ouvert les yeux. Mais il n'y a pas ça. Hein. La tradition reste la tradition. Les interdits demeurent les interdits. Et il faudra donc les respecter. Et ce que nous respectons sur ce plateau, mesdames, messieurs, c'est bien tous les rendez-vous de cette émission. Et nous en sommes justement au prénom africain. Le prénom africain du jour, comme hier, nous sommes avec M. Eli Yebou. Il est ressortissant de l'aide culturelle Adja. M. Yebou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, nous rendons grâce à Dieu. Alors, dites-nous, ce matin, vous avez décidé de nous parler de quel prénom? Ce matin, nous allons nous entretenir sur le prénom africain Etokladje. Etokladje. Si on doit définir, comment est-ce qu'on peut l'entendre? Comment peut-on le comprendre? Le découpage ou la segmentation du nom me donne Eto, qui signifie père. Et Kladje qui veut dire chétif, petit, insignifiant. Voilà. Comme dans d'autres cultures, on dit Kladje. Kladje, voilà. Alors, mais pourquoi ce nom est Kladje? Etokladje, voilà. Adjafon, hein? Adjafon, on est en train de fonphoniser les Adja, là. Ok, merci. J'ai choisi ce prénom africain ou ce nom
individuel, parce que je me suis rendu compte que ce nom est un nom proverbe et didactique. Proverbe parce que quand je désigne l'intéressé, le porteur du nom, pas Etokladje, il répond en écho Enyo Todi Hotono. Ça signifie quoi? Cela veut dire quoi? Le père, qui est supposé insignifiant, qui ne vaut rien, est mieux que l'oncle paternel riche ou le riche oncle paternel. Oui. Donc, il vaut mieux être fier de son père naturellement que de son oncle. De son oncle. Puisque quand tu as un problème, c'est ton père que tu vas voir. Même s'il ne dispose pas de moyens, il va mûrir la réflexion avec toi. Alors que l'oncle, lui, va t'orienter d'abord vers ton père. Il va penser à sa famille, à ses enfants, avant de te remettre éventuellement des résidus s'il était sociable et quoi. Donc, c'est pour cela que en milieu Adja, on nous dit que mais celui-là, à qui on donne un prénom proverbe, est-ce qu'à chaque fois quand on l'appelle Etokladje, il doit à chaque fois répondre? Pas nécessairement. Pas nécessairement. On le désigne, même pour aller vite, on dit Tokladje. Oh, c'est Etokladje. Tokladje. Bon, il est libre. Il y a comme une contraction, voilà, je vais dire. Oui, ce sont des soucis d'économie de la langue. Oui. D'accord. Tokladje, c'est que je me dis, qu'est-ce qui pourrait amener Oui, c'est pour amener l'être humain et surtout le locuteur Adja à d'abord respecter son père. Respecter le parent, c'est une chose essentielle. Quelle que soit la nature du père, quels que soient ses moyens, ses limites, un père est un père. Puisque même quand vous allez dans la Bible, on vous dit que celui qui respecte son père obtient le pardon de ses péchés. Et que celui qui obéit à son père reçoit la joie de ses enfants. Et la mère, où dans tout ça? Non, la maman est à côté du père. Quand le père, c'est pareil. Allez. Mais dites-nous, qu'est-ce qui pourrait faire la force d'un enfant ou bien d'une personne qui porte ce nom? Celui qui porte ce nom prend d'abord un engagement vis-à-vis de ses parents ou a un devoir, celui de respecter son père. Parce que dans la société, je peux avoir un père soulard et un oncle milliardaire. Ce n'est pas parce que l'autre est soulard qu'il n'est plus mon père. Je n'irai pas au marché pour en prendre, pour acheter un père de mon goût. Non. Donc, c'est pour cela que le nom est donné, pour que l'individu sache que le père ou le parent doit être respecté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous ces Adja qui portent ce prénom, systématiquement, ont ce sens du respect vis-à-vis de leur père? Nécessairement, indubitablement. Oui. Sinon, en milieu Adja, quand vous embêtez votre papa, vous tenez des propos déplacés à l'endroit du père. S'il y a des gens, des personnes sages à côté, ils te diront de faire attention. Oui, parce que la parole du père peut être bénédiction ou malédiction. Malédiction. Oui. Merci beaucoup. C'est pour cela que le père doit être honoré. Tout simplement. Allez, qu'on s'appelle Etokladje, Tokladje ou n'importe quel prénom que l'on porte, qu'il soit africain ou européen, nous avons le devoir de respecter donc nos pères, nos mères, nos parents, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur Eli Yebou. Vous restez avec nous pour voir la capture du jour avec nous, justement. Allez, avec la complicité de Ange Niquez d'Orego, voici la capture du jour.
Capture du jour, mesdames, messieurs, nous allons la découvrir ensemble avec donc Marcel Betoro qui nous propose donc cette capture ce matin. De quoi s'agit-il? On y va, Ange? Voilà. Ah, d'accord. De la caricature. De la caricature, hein, oui. Aujourd'hui, nous sommes allés chez nos confrères. En tout cas. Caricaturistes. Pourquoi et le dialogue, manges sans... Pourquoi tu manges sans cache-nez? Allez, le plat à la fourrière. Et le gars qui s'interroge. Hein? Non, mais attends. Il faut bien voir l'agent de sécurité ou bien le gars qui est là. De toute façon, lui, il a ouvert la bouche là. Franchement. Il loge le repas du gars. Et puis le repas, c'est tout un poulet. Hein. Le gars attaque juste la cuisse de poulet. Et puis c'est à la fourrière. Non, ça. Quelle loi de la République a dit ça? Est-ce qu'on peut garder son masque et manger? Non, c'est de la provocation. La fourrière, c'est où? La fourrière, c'est où, justement? C'est peut-être sa bouche et son ventre aussi. Peut-être que lui-même, de toute façon, il salive là. Franchement, nom de Dieu, quoi. La fourrière, on connaît. Hein? Mais si vous étiez à la place du monsieur qui mange, auriez-vous accepté que le repas est à cette fourrière-là? Ah, ça là. Ça va être difficile. Franchement, oui. il y a de la bagarre. Non, on ne se bat pas avec un agent. Ça, c'est clair. Mais l'agent qui me dit de mettre cache-nez pour manger, comment je dois manger en mettant mon cache-nez? Ce qui est sûr, le citoyen a des droits aussi. Et ça, il faut le dire aux citoyens. Il faut gentiment dire à monsieur l'agent de sécurité, ce n'est pas possible. On ne peut pas garder son masque et manger. Et il n'y a pas de fourrière pour repas. Ce n'est pas une moto, ce n'est pas une voiture. C'est pour ça, monsieur, je vous dis, la fourrière, là, c'est sûrement son ventre. C'est sûr. Allez, merci beaucoup. On a bien rigolé avec cette capture d'écran. Merci, monsieur Yebou. Merci. On vous retrouve demain. Demain, pour un autre prénom. Nous, hein, pour un autre prénom africain. Merci beaucoup. Allez, mesdames, messieurs, nous sommes mardi. Mardi astuces. Et mardi, avec Heureuse, nous avons des astuces. Eh oui. Et vous parlez de quoi aujourd'hui? Le mardi dernier, on a parlé des astuces liées au thé usagé. Oui. On va continuer. Oui. On va continuer. Dit qu'on peut toujours utiliser les sachets. Sachets, effectivement. On a découvert que dans le jardin, on peut l'utiliser mais pour nettoyer la maison, pour désodoriser, j'ai gardé. Mais dis donc. Non, mais quand on est ici, moi j'écoute. On voit que les cheveux disparaissent, mais l'intelligence est là. Hein? Non, ça n'a rien à voir avec les cheveux. Ça, c'est héréditaire. Et puis, moi, je m'en plains pas. Hein? Et oui, voilà, nous sommes revenus sur ce plateau donc, pour en parler. En parler, tout à fait. Et oui, alors on disait donc tantôt, mesdames et messieurs, que les sachets de thé paraissent à usage unique, mais non. C'est à plusieurs usages. Déjà, il faut déjà savoir qu'avec le sachet à thé déjà utilisé, vous pouvez désodoriser vos mains. Après avoir manipulé des aliments comme l'ail, par exemple, les oignons, ou le poisson, surtout à certains endroits on mange du moyo avec de la moutarde, l'odeur ne disparaît pas. Utilisez juste du thé périmé si vous voulez qu'il soit en vrac ou du thé en sachet pour frotter vos mains et enlever ces odeurs persistantes. Vous allez juste constater que ça va disparaître. Avec le thé, le sachet de thé déjà utilisé, vous pouvez prendre soin de vos pieds. Faites juste un bain de pied dans de l'eau chaude et ajoutez quelques vieux sachets de thé dedans. Laissez tremper vos pieds pour neutraliser les éventuelles mauvaises odeurs. Le thé adoucit aussi les callosités et nourrit votre peau. Alors, on peut également se faire un bon bain antioxydant avec des sachets de thé déjà utilisés. Il faut dire que les feuilles de thé contiennent des antioxydants. Jetez alors dans l'eau chaude ou tiède de votre bain des sachets de thé déjà utilisés. C'est excellent pour votre peau. Accrochez les sachets utilisés sur le robinet par exemple et laissez couler l'eau dessus pendant que vous remplissez votre bain ou déposez directement les sachets dans l'eau pour créer un bain de thé nourrissant. Comme bonus supplémentaire, utilisez le thé parfumé, par exemple au jasmin, pour une expérience d'aromathérapie. Vous pouvez aussi essayer le thé à la camomille pour détendre tout votre corps. Le thé également utilisé, le thé utilisé déjà peut servir à apaiser la peau irritée. Les sachets de thé encore humides sont un excellent moyen d'apaiser naturellement les irritations cutanées.
Placez-les sur la peau irritée ou même les yeux fatigués pour soulager l'inconfort. Massez les contusions pour soulager l'inconfort et aider à accélérer la guérison. Frottez doucement les piqûres et les morsures d'insectes avec les sachets de thé usagés pour attirer les toxines et diminuer la douleur et le gonflement. Donc, systématiquement, lorsque vous faites piquer par un moustique, voilà. Oui, un moustique, une moustiquaire. Voilà, oui. Le français est délicat. Moi, je m'apprêtais à dire une guêpe, par exemple. Mais voilà, une guêpe pour, une abeille. Voilà, pour éviter toute confusion. Utilisez juste le sachet de thé usagé pour frotter la partie et vous sentirez systématiquement la douleur diminuer. Nous avons également les sachets de thé usagés pour lutter contre la mauvaise haleine. Utilisez le thé déjà infusé pour faire un bain de bouche pour rafraîchir la laine naturellement, surtout avec le port de masque. Certains sont dedans du matin au soir, c'est des problèmes d'haleine après. Avec juste le thé déjà infusé, vous faites juste du gargarisme et puis vous rafraîchissez la laine naturellement. Alors, on peut également utiliser le sachet de thé pour quoi d'autre? Vous l'avez déjà dit la semaine dernière, je crois. C'était pour repousser les nuisibles. Effectivement. Oui, les rats, les souris. Placer ça dans des coins de la maison. Il faut dire que les souris n'aiment pas du tout l'odeur du thé. Il faut juste en mettre. Le thé déjà usagé, hein. Il faut juste en mettre dans les coins où vous savez que les souris prennent par là. Vous n'en retrouverez plus, tout simplement. Voilà, au lieu de prendre le risque de mettre des raticides qui pour créer encore d'autres problèmes à la maison, les sachets de thé. Vous vous servez du thé le matin, vous buvez votre thé correctement, vous prenez le sachet, vous déposez dans un coin. Comme à pas. Et puis ça y est. Et voilà, merci. Merci beaucoup, merci Heureuse Danodé, merci pour plaisir. ces astuces. Hein. Je crois que nos téléspectateurs ont pris bonne note et qu'ils vont en profiter beaucoup même. Allez, mesdames, messieurs, dernière ligne droite de cette émission de ce matin, nous sommes avec Bratier. Alors, Bratier, c'est notre humoriste du jour. Bratier, vous nous parlez de quoi pour votre deuxième passage? Mauvais rêves. Ah oui? J'aimerais dire à tout le monde de beaucoup prier avant de dormir, parce que moi, mon voisin, il ne prie pas. Avant-hier, il a fait un rêve dans lequel les sorciers le pourchassaient avec des machettes. Il s'est réveillé brusquement. Quand il a compris que c'était un rêve, il est allé boire de l'eau, il s'est recouché. Il a vu sur son mur: on t'a raté cette fois. Si tu es garçon, il faut te recoucher. Quand même, hein? Voilà. Les sorciers ont le temps de venir écrire sur le mur. Non, moi, je lui ai parlé, je lui ai dit de prier et tout, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Donc, hier encore, il a fait un mauvais rêve dans lequel l'argent qu'il a placé dans une banque, tout est parti en fumée parce que les braqueurs sont venus et c'est dans son rêve. Donc, il s'est réveillé brusquement, il est allé à la banque le lendemain pour ramasser tous ses sous. Non, je l'ai dans la réalité. Oui, je dis, mais mon frère, c'était qu'un rêve. Tu fallait laisser tes sous. Il dit, mon frère, tu ne sais pas. Là-bas, sur la plaque de la banque, ils ont écrit: nous faisons de vos rêves une réalité. La bagage a des problèmes. Voilà. Il n'a pas tort. Aïe, aïe, aïe. Il faut savoir choisir les slogans. Hein. Franchement. Nous faisons de vos rêves une réalité. Mais ce n'est pas de ce type de rêve dont parle la banque. Mais la banque n'a pas eu le temps de préciser quand même. Ça, c'est vrai. Je vais aussi parler de mon oncle. Il a finalement eu le numéro de l'amant de sa femme. Donc, il a appelé. Malheur pour lui, le type, c'est un féticheur. Il n'était pas à côté du téléphone et c'est les fétiches qui ont décroché. Et alors, monsieur, merci d'avoir appelé, nous vous attendions. Le gars dit: mais comment ça? Il lui répond directement: si vous voulez mourir maintenant, tapez 1. Le gars ne répond pas. Vous voulez mourir demain, tapez 2. Si vous ne répondez pas maintenant, tapez étoile ou dièse, soit vous mourrez tout de suite. Finalement, il n'a plus d'option. Il n'a plus le choix. Il voulait raccrocher. Quand le fétiche lui ont dit: si vous raccrochez, alors vous mourrez tout de suite. Il m'a remis de l'argent pour lui acheter du crédit parce qu'il n'était pas fini. Il ne peut plus raccrocher. Voilà, donc s'il quitte ici, je vais lui acheter. C'est le GSM qui va rendre riche. Franchement, quoi. Ça, c'est ami, quoi. Alors là, il n'aura pas à raccrocher, il n'aura pas à composer quoi que ce soit. Mais il ne va plus faire autre chose de ça. Il va rester là.
Il aurait mieux fait de ne pas appeler. Tout simplement. Eh oui. Non, alors, merci beaucoup. Merci, Bratier. Merci pour beaucoup. Ces histoires drôles. On se retrouve demain, c'est ça? Oui. Demain, pour une autre partie encore. d'humour, tout simplement. Mais avant, vous restez avec nous et nous allons redécouvrir notre ami. Oui, Tigang, le technicien. Le technicien, certainement, de la musique. Hein? Eh oui. Le technicien de la musique. Bénédiction. Dans le titre, Bénédiction. Bénédiction. Semaine de la ni anumi. When I gbeda gbela ni gugu ronumi. Akwati olia ni ronumi. Mauni ko pipa do ali cheji. Ye koda jele ye kuna nyinu deo. De sonu deo e kuna nyopere o. Bonye kani awi akiki jaja. Me de sota mi on do me ona gbaranya. Ozo when I'm walking tole. Bonye kani awi akiki jaja. Me de sota mi on do me ona gbaranya. Semaine ni anumi. When I gbela ni gugu ronumi. Akwasi olia ni ronumi. Mauni ko biba do ali cheji. Credo Sergio. Aussi le cuisinier des hits. C'est l'homme qui a peur. À tes problèmes, Jésus a des solutions. Dans ta vie, je dis, il a une mission. Même si les ennemis t'ont déjà dit que tu peux pas y arriver, reste posé, chacun a sa saison. Ozo, ena monke tole. Bonye kani, awi akiti kajaton. Me de sotami on do me ona gbaranya. Semaine ni anumi. When I gbela ni gugu ronumi. Akwasi olia ni ronumi. Mauni ko biba do ali cheji. Royal Production, the Lily Film Company. Roxy on the mix. Emma Rumena on the maison bois, the technicien. Oui, voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée de travail. Heureuse d'Annonde. Oui, c'est donc terminé pour ce deuxième numéro, pour le compte de cette semaine. On va se retrouver demain. Demain, par la grâce de Dieu. Et oui, avec le même plaisir. Voilà. Allez, mesdames, messieurs, excellente journée à chacun et à tous. Au revoir. Ye koda jele, ye kuna nyinu deo. De sonu deo, e kuna nyopere o. Bonye kani, awi akiki jaja. Me de sotami on do me ona gbaranya. Ozo, when I'm walking tole. Bonye kani, awi akiki jaja. Me de sotami on do me ona gbaranya. Semaine